Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce temps de formation sur comment aider son enfant à réussir sa scolarité. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Bonsoir Fadia, bonsoir Noélie, bonsoir Karine, rebonsoir Karine, bonsoir de Moïna. Bienvenue à vous. Nous allons commencer. Les parents vont arriver petit à petit et puis voilà, ils vont suivre le cours de notre formation. Donc, il y a de grands enjeux, effectivement, lorsqu'on commence l'année scolaire. On décide, on prend de nouvelles résolutions, généralement pour nos enfants. Les enfants prennent de nouvelles résolutions aussi. Ils ont envie de réussir, ils sont très motivés, très motivés. Et nous-mêmes, on est souvent très motivés. On part très motivés pour les aider, pour réussir. Et parfois, très souvent, en cours de route, il se passe beaucoup de choses qui peuvent parfois nous décourager, qui peuvent parfois nous faire perdre patience, nous faire culpabiliser parfois. Et ça peut entraîner, au fur et à mesure du temps, parfois une lassitude, parfois une fatigue. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se passent autant à notre niveau en tant que parents qu'au niveau des enfants. Donc ce soir, on va parler de 3 éléments que je pense importants, très importants pour les aider, parce que pour les aider, on doit déjà s'aider nous-mêmes, parce que en tant que parents, on traverse énormément de choses pendant ce moment d'accompagnement-là. Et parfois, le problème ne vient pas toujours des enfants. C'est-à-dire que les enfants peuvent être malheureusement des victimes de ce que nous vivons en tant qu'adultes, des victimes de l'environnement scolaire, des victimes de leurs émotions parce qu'ils ne savent pas encore gérer ou alors parfois ça peut être de leur responsabilité parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'il faut pour réussir leur scolarité. Donc aujourd'hui, on va identifier, en tout cas ce soir, on va passer quelques temps, on va d'abord identifier les 7 principales difficultés. En tout cas, j'en ai recensé quand même pas mal depuis que je fais ce travail-là avec les enfants. Les 7 difficultés principales que les enfants peuvent rencontrer. Donc, éventuellement, vous allez certainement vous retrouver les éventuelles difficultés des enfants là-dedans et voir comment finalement identifier et voir ce qu'on peut faire. Donc, une fois qu'on les aura identifiés, on va voir ce qui nous empêche généralement, ce qui freine généralement notre capacité à finalement les accompagner comme il faut, finalement les suivre comme il faut, les aider comme il faut pour qu'ils réussissent leur scolarité. Et enfin, on va voir ce qui fonctionne réellement pour les aider à réussir leur scolarité. Qu'est-ce qui fonctionne réellement? Qu'est-ce qui apporte réellement de la valeur dans la vie de nos enfants pour les aider à aller réussir leur scolarité et à aller atteindre leurs objectifs et évidemment aller poursuivre la vision que nous avons en tant que parents pour eux. Qu'est-ce qui fonctionne réellement? Donc, avant de commencer, je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Thémathieu Jocelyne, je suis professeure depuis bientôt 15 ans aujourd'hui dans l'éducation nationale en France. J'enseigne l'allemand au collège et parallèlement, j'ai dû à mon expérience, étant très jeune, ayant eu aussi beaucoup de difficultés dans l'apprentissage. J'ai beaucoup aimé l'école, j'ai toujours aimé l'école. Je me suis toujours impliquée dans ma scolarité, dans mes études. Seulement, on va dire que c'était un amour à sens unique parce que j'avais toujours ce plafond de verre au-dessus de moi qui m'empêchait finalement d'avancer et d'avoir mes objectifs scolaires. J'étais toujours cette élève moyenne-là, entre 10 et 11 de moyenne, alors que je me donnais vraiment à 100%. Je travaillais, je pourrais dire, pour le dire vraiment de manière familière, je travaillais comme une malade. Je bossais énormément, mais les résultats ne correspondaient jamais à ce que je faisais au quotidien.
Et donc, c'est avec le temps, aujourd'hui, c'est parce que je me suis intéressée vraiment à l'apprentissage que j'ai finalement compris ce qui me manquait. Je ne me connaissais pas. Je ne savais pas qui j'étais en tant qu'apprenant. Il fallait que je trouve la meilleure manière d'apprendre. Mais à l'époque, je ne savais pas et malheureusement, il n'y avait personne dans mon entourage pour m'aider, pour m'accompagner dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, j'ai pour mission, en tout cas, d'aider les parents à mieux comprendre leurs enfants, justement, comprendre les blocages, parce que ce sont des blocages d'apprentissage. Lorsqu'on n'a pas une difficulté particulière, on n'a pas un trouble particulier, mais que malgré nos efforts, on n'arrive pas, on parle à ce moment-là de blocage d'apprentissage et c'est là que j'interviens, c'est là qu'est ma mission pour ces enfants-là, pour ces familles-là, pour ces mamans-là, ces mamans boss lady qui n'ont pas beaucoup de temps, mais qui savent que la scolarité, le devenir de leurs enfants, en tout cas l'éducation de leurs enfants, elles tient à cœur, même si elles n'ont pas beaucoup de temps. Elles savent qu'elles peuvent confier cela à quelqu'un qui comprend le cœur de ces enfants-là, qui peut les amener vraiment vers la réussite scolaire. Donc, je fais des formations comme celle que je vous propose ce soir, des accompagnements, du soutien scolaire, de l'accompagnement global, de manière globale. On travaille vraiment sur les thématiques comme la motivation, la concentration. Enfin, j'aide les enfants finalement à s'épanouir dans leur scolarité de manière générale et j'aide les mamans à rester rassurées parce qu'elles savent que l'avenir de leurs enfants est assuré. Donc, c'est dans ce cadre-là que je vous parle ce soir de comment aider ton enfant à réussir sa scolarité. Alors, on ne va pas perdre de temps. On va se demander quelles sont ces difficultés-là, qu'est-ce qu'il rencontre au quotidien. Donc, je tiens à préciser que de temps en temps, je vais m'arrêter pour donner aussi la parole, pour vous donner la parole. C'est aussi pour ça que finalement, de plus en plus, je vais être exclusive avec les formations que je propose. Ils seront plus sur les réseaux sociaux directement parce que j'aimerais que ce moment soit aussi un moment de partage, un moment d'échange, un moment où vous pouvez ouvrir vos micros et parler pour celles qui le souhaitent. Donc, n'hésitez pas. De temps en temps, je vais m'arrêter un petit peu pour vous donner la parole. Ici, on ne peut pas vraiment commenter dans le chat. On ne peut pas faire des commentaires, mais on peut parler, on peut s'exprimer. Donc, n'hésitez pas. Quand je vous donnerai la parole, vous pourrez éventuellement la prendre sans hésiter. Comment aider son enfant à réussir? Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que l'enfant rencontre au quotidien dans sa scolarité? La première chose que j'ai identifiée depuis que j'accompagne les jeunes, depuis donc 15 ans dans l'enseignement et depuis 2018 dans l'accompagnement, vraiment en coaching scolaire, même si je faisais déjà de l'accompagnement avant, mais j'ai dû me former et puis avoir cette connaissance-là qui me permet aujourd'hui de me positionner en tant que coach. Donc, depuis que je fais ces accompagnements, autant à l'école que en individuel, j'ai pu remarquer, en tout cas, et les parents, après discussion, plusieurs échanges avec les parents, que la première source d'angoisse, en tout cas la première difficulté qu'ils rencontrent, que les parents rencontrent, c'est le manque de motivation des enfants. Vraiment, c'est qu'à un moment donné, l'enfant n'a plus envie, il ne veut plus. Et on ne sait pas, généralement, on ne sait pas ce qui se passe parce que quand on parle à l'enfant, généralement, on le conscientise, on lui explique que l'école, c'est une bonne chose, que l'école est importante pour son avenir, qu'il doit se remettre en selle, ça, on lui explique tout le temps. L'enfant, il en est conscient. Seulement, à un moment donné, voilà, il n'a plus envie. Et on sait ce que ça entraîne beaucoup de conflits à l'école, hein, les mots dans le carnet, les mots dans le bulletin, à la maison c'est compliqué, les temps de devoir sont compliqués parce qu'il fuit, parce qu'il esquive, parce qu'il cache des choses et donc il n'a plus envie. Donc c'est vraiment le problème qui revient très régulièrement
sur la scène, le problème qui est là, qui est présent et qui bloque vraiment les enfants, ou même bloque les parents, parce que finalement, à un moment donné, on est fatigué, c'est épuisant de devoir courir derrière l'enfant pour qu'il aille apprendre. On court derrière les jeunes, un enfant de CP, quand on commence à courir aussi derrière un jeune homme qui est déjà en première, en seconde, parfois même en terminale, pour le bac, parfois, il y a des enfants qui ne comprennent, c'est-à-dire qui savent que le bac est important, mais sur le moment, ils n'ont pas envie, ils ne sont pas motivés. Donc, comment on gère ça? On en parlera au niveau des quand on parlera des solutions. Je profite aussi pour vous dire donc de rester vraiment jusqu'à la fin pour avoir ces solutions-là. Et aussi, je vous réserve 2 cadeaux pour celles qui vont rester et pour que vous puissiez bénéficier de cela pour vos enfants. Donc, restez jusqu'à la fin. Je dirais même 3 parce qu'il y aura un 3e. Et je pense que vous allez, ça va vraiment vous aider les enfants à rester vraiment motivés, à réussir leur scolarité. Je pense que ça va véritablement vous aider. Ce manque de motivation qui est très présent et qui empêche véritablement les enfants de progresser. Il y a aussi la concentration qui est parfois, je dirais, brouillée. Voilà, je dirais brouillée parce que on dit souvent manque de concentration. En réalité, les enfants sont concentrés, juste qu'ils sont concentrés à autre chose. Nous savons que nous sommes dans une société aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Et ça n'aide pas beaucoup, c'est-à-dire que ça ne nous aide pas beaucoup. C'est à la fois intéressant, hein, c'est à la fois voilà, très surprenant tout ce qu'on peut faire à travers le numérique, mais aussi c'est assez déroutant, surtout pour nous les parents, parce qu'on n'a pas, c'est pas notre ère, on n'a pas grandi dans cette mouvance où il y avait beaucoup de voilà, les écrans sont tellement présents à la maison, à l'école, on utilise des tablettes partout et ce qui se passe, c'est que l'attention de l'enfant, au-delà même des écrans, hein, voilà, il y a l'amusement, l'enfant a envie de s'évader tout le temps, enfin bref, la concentration diminue. Évidemment, les écrans, ils sont un peu, je dirais même un peu beaucoup pour quelque chose. Donc l'attention des enfants diminue à cause de cela, mais aussi l'attention est détournée. Comme je disais, l'attention est brouillée. Pourquoi? Parce que finalement, l'enfant va tourner son attention vers quelque chose qui lui apporte du plaisir. On sait que les écrans apportent du plaisir à l'instant T. Donc, un enfant avec un cerveau assez immature, quand je parle d'immaturité du cerveau, ça veut dire que le cerveau, la partie de raison, la partie qui gère le raisonnement dans le cerveau de l'enfant n'est pas suffisamment développé. Et donc, un enfant va chercher à nourrir son cerveau, ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Donc, le cerveau reptilien, c'est le cerveau des émotions, le cerveau de tout ce qui est du besoin basique, du besoin primaire de l'enfant. Et parmi ces besoins primaires, le besoin du plaisir, il est là et il est constant. Et les écrans nourrissent constamment ce besoin-là. Donc finalement, l'enfant ne sera plus dans la position où il va être patient pour avoir quelque chose, pour avoir le Graal, on va dire, si je peux l'appeler ainsi. Il va aujourd'hui, les écrans, enfin voilà, toutes les applications leur donnent accès à des choses très rapidement. Donc le plaisir est tout le temps nourri. Et cela veut dire que lorsqu'il arrive en classe où il faut faire les efforts, la culture de l'effort, la culture de la persévérance, la culture de se prendre un peu la tête pour réussir, forcément, ça va être difficile. C'est-à-dire qu'il y a un gros décalage entre ce qui se passe en classe et ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, ça peut être très difficile à gérer ça aussi. Il faut vraiment faire attention parce que, oui, pendant les devoirs, il peut y avoir l'esprit complètement ailleurs. Une autre difficulté,
qu'on va rencontrer. J'en ris parce que ça fait 2 jours, il y a une maman qui m'a appelé en fait pour à cause de cette situation-là. Elle me dit que son enfant ne veut pas écrire. L'écriture, la difficulté de l'écriture. Là, beaucoup d'enfants ne veulent plus écrire, ils n'aiment pas ça en fait. Parce que ça prend le temps, c'est des efforts. Alors ça, c'est d'une chose. Hein. Alors c'est pas toujours parce qu'ils n'ont pas envie. C'est aussi parfois parce qu'ils ne savent pas. Vous savez, la motricité fine qui est censée, je dis bien censée parce que tous les enfants ont leur rythme, chaque enfant a son rythme, hein, qui est censée être acquise à l'entrée du CP. Parfois, c'est compliqué pour certains enfants. Voilà, ça c'est une raison. C'est pas la seule raison. Ça peut être que l'enfant a du mal à écrire et donc il ne va pas aimer l'acte d'écriture, ou alors l'enfant il n'aime pas ça tout simplement parce que ça lui prend du temps, parce que c'est long, parce que on parle toujours de ce plaisir immédiat. Il faut persévérer pour pouvoir bien écrire, pour pouvoir bien s'impliquer dans l'écriture. Et évidemment, il faut écrire beaucoup de choses. Il faut écrire des rédactions. Beaucoup d'enfants en 6e, 5e, même 4e, parfois, ont du mal à produire un texte ou a du mal à faire une production écrite, voilà, pour parler vraiment de manière générale des termes. Donc, il faut vraiment faire attention à ça très, très tôt. Donc, c'est des difficultés qu'on peut rencontrer et on va parler des solutions plus tard. On va parler des solutions tout à l'heure pour que vous compreniez un petit peu comment gérer ça finalement, comment gérer ces situations-là. L'autre difficulté qu'on rencontre aussi, ce sont les lacunes qui s'accumulent. Ce sont des lacunes qui s'accumulent. En CP, l'enfant n'arrivait pas à lire les sons. Bon, on s'est dit, c'est pas très grave, on verra. Et le drame, je dirais même le drame de notre époque, ça a été la période de Covid. J'ai beaucoup de parents qui viennent à moi et me disent, ah oui, après la période Covid, les choses se sont dégradées par rapport au travail de leurs enfants. Donc cette période-là a été difficile pour les enfants, pour nous-mêmes dans le suivi. Voilà, ça a désorienté énormément de personnes, énormément d'enfants. Et vous voyez que c'est vraiment une situation difficile. Donc, évidemment, ça a créé des lacunes qui s'accumulent et qui continuent de s'accumuler parce qu'on ne travaille pas dessus, parce qu'on ne revient pas dessus pour que les choses s'améliorent. Donc, c'est une difficulté qui est là. Et si votre enfant se retrouve dans cette situation, je pense qu'il est peut-être temps de se poser et se demander qu'est-ce que je fais concrètement pour l'aider. Généralement, alors les lacunes sont très très présentes en français et en maths. Donc c'est vraiment le constat qui a été fait et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des examens nationaux. Donc il y a des examens nationaux pour ceux qui sont en France, vous connaissez en 6e et en 4e. Généralement, il y a des examens nationaux alors en primaire aussi, hein, d'ailleurs. Il y a des examens nationaux en primaire, en 6e et en 4e pour voir le niveau de français et de mathématiques des enfants, pour voir où est-ce qu'ils en sont. Et donc, il a été révélé que la France n'a pas un très très bon niveau. Je ne vous le donnerai pas. Il n'est pas très bon. Donc, ça veut dire que nos enfants, enfin, pour la plupart, je généralise toujours. Hein. Après, je sais aussi que chacune de nous ici, ou chacun de nous, je pense qu'il y a aussi des papas dans la salle. Bonsoir à vous, bienvenue à ceux qui sont arrivés entre-temps. Bienvenue à vous. Donc, je sais que vous faites de votre mieux. On fait tous de notre mieux. Après, voilà, il faut faire vraiment attention à tous ces éléments-là. Donc, ces lacunes qui s'accumulent. L'autre point qui est aussi important à souligner, l'autre difficulté que les enfants rencontrent, c'est le manque de confiance en eux.
Ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, qui me touche beaucoup parce que en cours, les élèves n'osent pas demander la parole pour parler, ils n'osent pas poser des questions. Vous voyez, ça, c'est un blocage, en fait. C'est même un blocage d'apprentissage. Un enfant qui n'a pas confiance en lui, ou du moins qui perd confiance en lui face à des situations, parce qu'il n'arrive pas à se faire des amis, parce que il n'arrive pas à faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à accomplir, il n'arrive pas à faire son devoir comme il veut, comme il le souhaite. Il est tellement dans la perfection que lorsqu'il y a une erreur, un petit problème, voilà, il est down, c'est-à-dire qu'il baisse les bras, il est complètement off. Les enfants qui n'arrivent pas à prendre la parole, à faire un exposé. Moi, lorsque j'enseigne l'allemand au collège, j'encourage toujours mes élèves à faire des exposés. On fait toujours des exposés. Et c'est un moment qui me fait comprendre que nos enfants, en tout cas beaucoup d'enfants, souffrent énormément de ce mal-être-là, de cette difficulté-là à se présenter devant les autres. Ils ont peur du regard de l'autre, ils ont peur de ce qu'on pense d'eux. Donc vous voyez qu'il y a un problème du développement personnel de l'enfant. C'est quelque chose qui se travaille. L'enfant doit apprendre à se considérer, à s'estimer. L'estime de soi doit être travaillée pour que la confiance en soi puisse évoluer. Et d'ailleurs, la confiance en soi n'évolue que si on le travaille, c'est-à-dire que si on fait des choses. C'est quand on accomplit des choses, quand l'enfant va accomplir, quand il va pouvoir y aller, qu'il va pouvoir développer sa confiance en soi. Le problème, c'est qu'ils n'y vont pas. Ils ont du mal à y aller parce que leur estime de soi est déjà compromise. Et c'est une difficulté sur laquelle il faut travailler urgemment. Donc, si tout ce que je cite là, si vous vous retrouvez dedans, si vous retrouvez votre enfant dedans, prenez les choses au sérieux. C'est des difficultés qui peuvent troubler la scolarité, qui peuvent briser un enfant, qui peuvent le ralentir, qui peuvent entacher ses talents, entacher son potentiel et l'empêcher d'aller réussir ce qu'il est censé réussir. Donc, le dernier point que je vais évoquer ici, ça c'est un bonus puisque j'en ai déjà cité 7, je crois. Mais bon, le dernier point qui est important aussi, c'est le changement. Les changements. Quand je parle de changement ici, par exemple, vous entrez dans on entre dans un nouveau système, c'est-à-dire que l'enfant était en CP, l'enfant était en primaire, je vais y arriver, en maternelle, et là, il entre en primaire. Ça, c'est un changement de système, c'est un chamboulement. L'enfant était en CM2, il va en 6e. Ça, c'est un chamboulement. C'est les périodes charnières de la scolarité de l'enfant. Alors, une autre période aussi, c'est quand l'enfant part de la 5e pour arriver en 4e. Entre la 5e et la 4e, il y a un gap, c'est-à-dire que on part surtout au niveau des exigences scolaires, c'est-à-dire qu'en classe, on demande à l'enfant, en 5e, on lui demande de faire des repérages, on lui demande en mathématiques, les calculs sont encore plus ou moins concrets, il peut l'expérimenter au quotidien, en histoire géo, bon, on est encore dans les questions-réponses et boum, on arrive en 4e, il faut faire des rédactions, il faut structurer sa pensée, il faut commencer à faire des calculs, les maths deviennent abstraites. En français, on entre dans un univers, je dirais un univers parallèle, parce que voilà, tous les concepts changent. L'enfant doit s'adapter à tout ça. Et ce changement-là peut perturber, peut bousculer l'enfant. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, c'est vraiment des choses primordiales sur lesquelles il faut vraiment faire attention. On peut parler de, si vous avez peut-être déménagé, il y a le déménagement, il y a le changement, par exemple, d'un pays. Merci, chérie. Voilà, ferme la porte, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler, chérie. Tu fermes la porte. Merci. Excusez-moi. Alors,
Il y a le changement de pays, le changement du système, comme je vous ai dit. Les enfants qui ont du mal à s'intégrer dans ce système-là. Il y a parfois autre chose qui est moins drôle, il y a le harcèlement. Si votre enfant subit du harcèlement à l'école, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre très très au sérieux. On va parler un petit peu des solutions tout à l'heure. Il y a aussi autre chose qui est plus subtile, mais qui est important, les difficultés de couple. D'accord? La relation maritale, la relation de couple des parents, ou même la relation humaine entre les parents peut être perturbateur pour la scolarité des enfants. Si votre couple est compliqué, si vous n'arrivez pas à communiquer entre vous, s'il y a des disputes, si parfois c'est compliqué, si c'est tendu, si l'environnement est tendu, l'enfant va le ressentir. Il peut mal le vivre. Et puis, ça peut être émotionnellement éprouvant pour lui. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il y a la distance. Si, par exemple, votre travail vous impose de partir, de travailler beaucoup, de ne pas être là, le manque de temps, enfin bref. Vous voyez que ce sont des choses à ne pas prendre à la légère. Il y a tellement de choses qui entrent finalement dans la difficulté ou dans on va dire, ouais, dans le, le bon fonctionnement de l'enfant dans sa scolarité ou qui peuvent perturber sa scolarité. Est-ce que tout ceci fait sens? Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose avec nous, les parents? Bonsoir Justine, bienvenue à toi. Bonsoir Cécile, bienvenue. DG, bienvenue. Pardon. Est-ce que ça fait sens? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez pour me dire si ça fait sens pour vous. On pourra avancer sur le deuxième volet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à qui ai-je l'honneur? C'est Fadia, c'est ça? Oui, Fadia. Fadia, Oui. bonsoir. Je voudrais Bonsoir, d'abord Fadia. vous remercier. C'est très gentil de votre part de nous faire part de vos connaissances. Je vais Je tout vous en d'abord me prie. présenter. Je suis prof en collège, Oui. cinquième année, quatrième année, troisième année. Je suis une maman, mais bon, mes enfants ont dépassé l'étape d'apprentissage, donc voilà, je suis assez vieille, mais je suis très intéressée par l'état psychique de mes élèves et c'est pour ça que je vous ai rejoint dans cette formation. Je C'est suis un plaisir totalement de vous d'accord avec accueillir. vous, je vous remercie beaucoup. En fait, c'est vrai que le plus gros problème qu'on rencontre dans nos classes, c'est le manque de confiance. Et ce manque de confiance peut être causé par, comme vous avez dit, la relation maritale, ça peut être des problèmes sociaux, ça peut être aussi le harcèlement, ça peut être aussi beaucoup de choses. Peut-être que les niveaux de vie, les niveaux de classe sociale aussi, Tout à fait. ça, ça joue très fort sur, sachant que je suis dans une école privée. Euh, et mon problème majeur, en fait, c'est que voilà, les élèves, c'est vrai qu'ils ont un très grand manque de confiance, mais ils n'ont pas non plus l'envie parce qu'ils ont encore peur de l'échec. Donc peut-être qu'ils ont C'est fait, la motivation. C'est le voilà manque de exactement, motivation, oui, tout à oui. fait. Peut-être Il y a qu'ils la ont fait à motivation. plusieurs reprises Mm. des essais et qui ont voué à l'échec et maintenant, ça y est, ils ont baissé les bras. Et donc, si je peux dire, j'ai 50% des cas que j'ai rencontrés, 50% j'ai pu les sauver. Je dis sauver parce que vraiment c'était le cas. Mhm. Et hélas, les autres, c'est entre et entre. Mais c'est très, très, très difficile. Mm, mm, Sachant mm. que je suis marocaine et que je suis prof de français. Donc, quand vous m'avez dit que vous étiez prof d'allemand, sachant que vous êtes française, je me suis mis dans la même situation. Donc, vous comprenez de quoi je parle. Mhm. Surtout quand il s'agit des productions de l'écrit. Alors là, c'est la catastrophe. Mais je vous remercie Bah oui, encore une c'est autre ça. fois. C'est ça. C'est ce qu'on rencontre très souvent. Mais bon, il y a des explications, il y a des solutions.
il y a des possibilités de les aider, en tout cas de faire de son mieux, hein. On va en parler tout à l'heure de quelques solutions que je peux proposer, que je mets en place aussi autant avec mes élèves qu'avec mes coachés en individuel pour les aider. Donc, c'est vrai que les problèmes, ouais, les problèmes sont là, hein, et puis on n'a pas toutes les solutions, mais moi, ce que je dis souvent, parfois la solution, c'est pas toujours le gadget. Parfois la solution, c'est aussi le leadership qu'on peut proposer à ses enfants, notre capacité de résilience, d'accepter parfois qu'il y a certaines choses qui, ouais, tout ne fonctionne pas, et de se concentrer peut-être sur une ou deux choses qui pourraient éventuellement fonctionner. C'est-à-dire que, ok, il y a un problème d'écriture, il y a un problème de ceci, il y a un problème de cela, mais bon, on se concentre sur un truc. On fait un truc à la fois, on fait un petit truc à la fois, et c'est les petits pas. On fait un petit truc à la fois, on se concentre dessus, on essaie de travailler, c'est-à-dire que si au niveau du travail, bon, ok, c'est problématique, il ne sait pas écrire, il n'a pas envie d'écrire, il ne veut pas écrire, peut-être que au niveau de son développement personnel, on peut faire quelque chose. Et donc, on choisit ses objectifs. Je dis souvent aux parents, on choisit ses combats euh, euh, parce que oui, c'est énergivore. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de problèmes. Et je pense aussi que on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout résoudre seul en tant qu'enseignant, en tant que prof, en tant qu'éducateur. On a vraiment besoin de la collaboration des parents à un moment donné. Ce qui fait aussi, je pense, hein, après, ça c'est mon ressenti personnel, ça c'est quelque chose que j'ai pu observer aussi, c'est que parfois on n'a pas toutes les clés. C'est-à-dire que en tant qu'enseignant, on sait que au niveau de la performance, il y a un problème. Peut-être qu'au niveau émotionnel, il y a peut-être un problème, mais il y a une autre clé qu'on n'a peut-être pas, qui va certainement venir du parent pour qu'on puisse être ensemble, collaborer et résoudre, du moins essayer d'apporter une solution. Et donc, c'est aussi pour ça que je prends souvent la parole, je parle aux parents, à nos parents qui sont là. Je me parle à moi-même, hein, parce que j'ai 2 enfants, j'ai 2 jeunes enfants, et ce n'est pas évident tous les jours. Donc, je comprends tout à fait tout ce que tu dis. Bah, de toutes les façons, ça résonne, hein, et puis on le voit. Je ne sais pas s'il y a un parent qui veut rajouter quelque chose, s'il le vit personnellement avec ses enfants, ou s'il connaît quelqu'un qui vit plus ou moins des difficultés, comment ça se passe, qui veut partager son expérience avec nous. Et puis on va continuer. Merci beaucoup, Fadia. Merci à toi pour ton intervention. Merci à toi, Justine. Je te remercie beaucoup. Et bon courage et bonne chance. Merci. Ok, on va continuer, d'accord? Pas grave, je comprends. Alors, le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est vraiment, là, vraiment, on a fait le point de ce à quoi on peut éventuellement être confronté au quotidien avec nos enfants. Maintenant, qu'est-ce qui nous, en tant que parents, finalement, comme je disais à Fadia, parfois, le parent, on a besoin du parent en tant que professionnel, on a besoin aussi du parent pour apporter certaines réponses qu'on n'a pas, parce qu'on ne voit pas tout, parce qu'on connaît pas l'enfant, on connaît l'élève, mais on ne connaît pas toutes les facettes de l'enfant. Et c'est cette partie de l'enfant-là qui, moi, m'intéresse ce soir, en fait, parce que c'est très souvent à ce niveau-là que se situe la difficulté. Et c'est aussi parfois pour ça qu'en tant que professionnel, on n'a pas toujours toutes les clés pour aller réveiller la flamme qui dort, parce qu'on n'arrive pas à aller toucher la corde sensible qu'on devrait aller toucher. Et aussi parce qu'on n'a pas toutes les informations qui peuvent éventuellement venir du parent. Et donc, quelles sont les erreurs en fait qu'on
qu'on commet en tant que parent. Je dis on parce que je m'inclus dedans. Je me parle aussi à moi-même. À chaque fois que je parle aux parents, je me parle à moi-même parce que j'ai de jeunes enfants. Donc, je suis parent, c'est-à-dire que je progresse aussi en tant que parent. C'est-à-dire quand on parle des enfants en tant que professionnel, c'est autre chose. Mais étant aussi parent, je commets des erreurs, voilà, je fais aussi des choses qui ne vont pas forcément dans la direction que je vous propose aussi. Et donc, je me parle aussi à moi-même. Donc, je me raisonne aussi moi-même à chaque fois que j'enseigne. Donc, quelles sont les erreurs que nous commettons qui nous empêchent finalement d'être là, de faire ce qu'on peut, de continuer de faire ce qu'on peut, du moins de faire au mieux pour les aider finalement à être bien dans leur scolarité. Ce qui se passe généralement, et ça, bon, c'est propre aux mamans boss lady à qui je m'adresse très souvent, aux parents aussi de manière générale, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire véritablement. On travaille beaucoup et on n'a pas souvent le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Et on n'accorde pas beaucoup de temps aussi à faire cet accompagnement-là, à être dans cet encadrement-là, à s'assurer que tout est bien, que l'enfant a tous ses cours, qu'il a bien compris, que la motivation est toujours là pour l'aider à rallumer sa flamme. Enfin, il y a des occupations, il y a des choses à faire. Il faut bien qu'on vive, il faut bien gagner de l'argent, il faut travailler, il faut gérer le quotidien. Et chacun de nous ici a ses situations personnelles qui sont souvent compliquées. Parfois, on peut être en couple, c'est-à-dire qu'on peut être marié même, et se sentir seul à gérer. Parfois, on est seul à tout gérer, alors que on est censé être ensemble, on est censé être deux dans la situation. Parfois, dans le couple, la maman, elle est seule à élever les enfants, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle gère tout. Donc, les situations sont diverses, mais ce qu'il en ressort, en tout cas, de ce que j'ai observé, c'est le manque de temps. On n'a pas beaucoup de temps à consacrer, finalement, à notre enfant qui, à un moment donné, a véritablement besoin de ce temps-là, qu'on devrait lui consacrer à ce moment. Mais la vie étant ce qu'elle est, parfois c'est compliqué. Parfois c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi un autre élément que j'ai observé depuis un peu de temps, c'est que on ne prend pas en fait au sérieux, c'est-à-dire qu'on ne met pas une organisation sérieuse en place pour gérer les enfants. Donc, quand je parle d'organisation sérieuse, c'est vraiment, on ne planifie pas. On ne planifie pas ces moments où on va se dire, bon, là, je prends rendez-vous avec le chef d'établissement, je vais voir, je prends rendez-vous avec ci, je prends rendez-vous. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours proactif dans le rapport avec l'école ou bien le rapport avec les enfants. C'est-à-dire que quand on va à l'école, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on nous a convoqués. C'est que l'enfant a fait des bêtises. Et là, c'est là qu'on réagit, c'est là parfois on surréagit malheureusement. Et on est plein d'émotions, on est rempli d'émotions, on est frustré. Et c'est là, chérie, s'il te plaît, il faut que tu me laisses travailler. Excusez-moi. Excusez-moi. Désolée. Ah là 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 là. On va y arriver. Alors, donc, je parlais de la mise en place de cette organisation, de cette planification-là avec l'école. On n'est pas intentionnel dans le suivi de l'enfant. Donc, oui, évidemment, ça va de pair avec le manque de temps. Alors, je vous le dis, je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. Et donc, ça peut être quelque chose de difficile parce qu'on ne va pas rapidement voir ce qui ne va pas. Les choses vont s'accumuler. Par exemple, les lacunes, comme j'ai évoqué, s'il y a un problème de harcèlement, on ne va pas le voir. Si l'enfant est frustré, il manque de confiance en lui, il n'est pas bien, on ne va pas le voir parce que
bah, on est occupé, on est très occupé, il y a beaucoup de choses à faire et parce qu'on n'a pas intentionnellement posé des bases pour faire ce suivi-là pendant l'année scolaire. Donc, vous voyez que dans ce que je dis, il y a quelques solutions derrière. Déjà, au début, on a parlé du manque de temps. Une des solutions, c'est et ça, vraiment, ça dépend de chaque personne. Lorsque je faisais la formation sur l'organisation, parce que j'ai fait une formation sur l'organisation, ceux qui veulent avoir le replay, c'était une formation payante, donc si vous voulez avoir le replay, je pourrais vous l'envoyer. J'ai dit, donc je vais vous donner quand même ce que j'ai dit quelque chose qui est important et que je pratique aussi au quotidien, qui n'est pas facile à faire, c'est que parfois, il faut faire des choix difficiles pour avoir une organisation qui convienne à nos priorités. Donc, c'est-à-dire, l'accompagnement de ton enfant, l'encadrement de ton enfant doit faire partie de tes priorités. Sinon, tu ne trouveras jamais le temps pour l'aider. Ça, c'est une clé. Ça, c'est une clé. La deuxième clé, c'est par rapport à cette organisation, une fois que tu t'es dit, bon, ok, je vais accompagner mon enfant, après, il faut faire des choix. C'est-à-dire que ça va impliquer que tu vas devoir laisser certaines choses. Mais ça, c'est à toi de voir, c'est à toi de savoir ce que tu vas devoir laisser pour pouvoir consacrer ce temps-là, finalement, au suivi de ton enfant. Suivre son enfant ne nécessite pas qu'on soit un as, c'est-à-dire qu'on ait eu de gros diplômes, qu'on ait eu voilà, une formation extraordinaire. L'enfant doit sentir qu'on est là. Et parce qu'on a cette volonté-là, on va trouver des solutions. On va assister à des formations comme celle-ci. On va se donner du temps pour lire, pour se documenter. On va se donner du temps pour communiquer avec l'enfant, pour échanger avec lui, pour comprendre ce qui se passe dans son cœur. Parfois, les choses se résolvent parce qu'on communique, on échange avec eux. Donc, comme tu disais, Fadia, peut-être les 50% des enfants que tu n'as pas pu repêcher, peut-être que c'est un problème de communication à la maison. Peut-être que la situation à la maison est compliquée. Peut-être que, voilà, il y a des conflits qui empêchent l'enfant de finalement exprimer ce qu'il ressent réellement. Parce que peut-être il ne peut pas te le dire. Peut-être qu'il a besoin de le dire à ses parents. Peut-être qu'il a besoin d'être entendu quelque part. Il a eu besoin de reconnaissance quelque part que, bon, toi, en tant que professionnel, tu n'as pas forcément toutes les clés. Et donc, les 50% que tu n'as pas pu repêcher, peut-être se situent là-dedans. Donc, je dis peut-être parce que je n'ai pas toute la solution. Moi, je ne propose que des hypothèses pour permettre à chacun ici de le prendre selon son cas précis et de l'utiliser vraiment au quotidien pour son propre cas, pour ses propres expériences et apporter ses propres solutions. Moi, je ne vous propose que plusieurs solutions et après, vous choisissez celle qui convient véritablement à votre cas particulier. Donc, c'est ça. L'autre problème auquel on est confronté, effectivement, donc tout est vraiment lié, c'est-à-dire une fois, parce qu'on ne prend pas les choses au sérieux, on n'a pas le temps, on ne prend pas l'organisation au sérieux, et donc, évidemment, troisième lieu, on réagit tardivement quand les choses sont déjà très graves. Je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a un moment qui a pris rendez-vous. Déjà l'année dernière, pardon, elle avait déjà pris rendez-vous avec moi, on a discuté, enfin, on n'avait même pas pris rendez-vous, c'est-à-dire que, excusez-moi, je ris parce que, bref, je vous raconte. Donc, c'est une maman qui m'a contactée. Son fils préparait le brevet. Elle est venue me voir et donc on a discuté, il m'a parlé de ces difficultés. Il n'avait pas envie, il veut plus rien en fait. Il n'a plus envie de rien. Et je lui ai expliqué que ce qui va aider son enfant, c'est vraiment travailler sur lui, de se comprendre, de comprendre ce qui se passe en lui, de prendre conscience de qui il est, de prendre conscience de ses capacités. Et c'est un processus. Donc, ça impliquait finalement qu'elle devait prendre un peu de temps pour
encadrer son enfant, en plus de l'accompagnement que moi, je lui proposais, bien évidemment. Bon, après, je n'ai plus eu de ces nouvelles. Elle avait beaucoup d'autres choses à faire, ce que je peux comprendre. C'est une femme, c'est une entrepreneur, donc elle fait beaucoup de choses et je comprends. Vraiment, je comprends. Elle avait beaucoup de choses à faire et du coup, elle a finalement fait un soutien scolaire avec son enfant. Ok. Seulement, le soutien scolaire n'apporte pas une solution à un enfant qui manque de motivation. Ce n'est pas la solution. C'est parce qu'il n'a pas besoin de ça. Tu ne peux pas faire la rééducation à une jambe malade. C'est pas possible. On peut pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que non seulement il n'a pas eu l'orientation qu'il voulait, il a été orienté en pro. Ça devait arriver parce que les résultats n'étaient pas bons. Vraiment, c'était pas bon. Faut le dire. Et à côté de cela, il n'a pas pu avoir son brevet malheureusement. Et donc, c'était catastrophique. Et là, elle est revenue vers moi. Vous voyez? Elle est revenue vers moi. Elle a réagi parce qu'elle s'est rendue compte que c'était vraiment catastrophique. Elle était en pleurs. Bon, ce que j'ai pu faire, j'ai déjà pu la rassurer, lui faire comprendre que oui, je comprends. C'est une situation alarmante, mais maintenant, essaie de te poser, des bonnes questions et aider ton enfant réellement. Parce qu'il a besoin de ton aide. Il a besoin de ton aide. Il a besoin de toi. Il n'a pas besoin d'un répétiteur. Là, tout de suite, ce dont il a besoin, c'est de rétablir la communication avec toi. Il a besoin de sa maman. Vous voyez où le problème peut se situer? Éventuellement, je ne dis pas que c'était la solution, mais c'est que ça peut désamorcer certaines choses. Et je sais que culturellement, on ne nous a pas toujours appris à exprimer nos émotions. On a grandi aussi. On pense que je ne sais pas si tout le monde comprend, mais quoi qu'il en soit, moi, si vous voulez, l'éducation que j'ai eue, et pour beaucoup, c'est vraiment, il faut être solide, il faut être dur, il faut pas gérer, on ne gère pas tes émotions, on ne gère pas tes émotions. Moi, ça m'a énormément fait souffrir. J'en ai bavé de ne pas comprendre même ce que c'est que les émotions. C'est-à-dire que à un moment de ma vie, c'est comme si s'il y avait un brouillard dans ma tête. C'est comme si c'était une bouillie dans mon esprit. Que je n'avais pas les mots pour poser dessus. Je ne savais même pas ce que ça voulait, ce que c'était. Donc, il fallait gérer ça au quotidien. Jusqu'à ce que moi-même, je devienne prof. J'avais du mal à prendre la parole. Mon Dieu, il fallait me voir au début de ma carrière professionnelle, même devant mes élèves. Est-ce que vous vous rendez compte, étant professeur adulte, du mal à prendre la parole devant ses élèves? C'était catastrophique. J'ai appris à travailler sur moi. J'ai sorti. C'était vraiment, c'était impressionnant. Même moi, quand j'y pense à tout ce que j'ai dû traverser pour pouvoir être là aujourd'hui devant vous, pouvoir m'exprimer, être libre de ma parole. Waouh, je viens de loin et je pense que beaucoup d'enfants vivent ça à cause parce que les émotions ne sont pas gérées, parce que la notion d'émotion est encore négligée. L'intelligence émotionnelle, autant au niveau des parents que des enfants, est encore négligée. C'est vrai qu'on en parle, dans les médias on en parle énormément. Il y a des livres, plein de livres sur les émotions. Mais je pense que les parents voient ça encore comme quelque chose de, voilà, bisounours. Mais en fait, non. C'est tellement fondamental. Les émotions, la gestion des émotions, la considération des émotions de l'autre, de pouvoir les sortir, les exprimer et mettre les mots dessus et pouvoir transcender ça.
Les jeunes ont besoin de ça aussi. Donc là, je vous donne des petites solutions au fur et à mesure qu'on avance comme ça. Donc là, je donne des solutions de manière générale. Je sais que vous pourrez prendre et pouvoir en faire quelque chose pour vous et votre famille. D'accord? L'autre problème auquel les parents sont aussi confrontés, du moins ce qui peut bloquer, ce qui empêche, tout à l'heure je vous ai parlé du soutien scolaire qui a été proposé à ce jeune, c'est de proposer des solutions génériques, c'est-à-dire que quand bien même on a pris conscience que oui, notre enfant a un besoin, notre enfant est en difficulté, pour l'aider, ce qu'on fait, c'est que on fait comme tout le monde, on cherche un soutien scolaire. On lui propose un soutien scolaire, ou alors on cherche une solution, un étudiant vite fait, moins cher, qui va... Bon, excusez-moi, hein, mais je vous parle comme ça vient, le moins cher. Voilà. Parfois, on se contente on ouvre un petit peu son porte-monnaie et puis on compte les sous. Et ça, je comprends, c'est la crise, c'est pas évident pour tout le monde. Ce n'est pas évident pour tout le monde et je peux comprendre il faut faire un budget. Et comme je l'ai dit au début, la priorité, c'est à chacun, c'est à chaque parent de savoir où est la priorité. Et la priorité aussi dans les dépenses, c'est important de le dire, c'est important de le positionner. La priorité aussi dans le... enfin, sur quoi est-ce qu'on va... Oui, dans les dépenses, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, la priorité dans les dépenses, c'est ça en fait. Où est-ce que je vais finalement mettre mon énergie, mon temps, je le mets où, mon argent finalement, je le mets où. Voilà. Je profite aussi pour parler d'un sujet assez particulier. Beaucoup de parents, et ça c'est un phénomène qui est grandissant, beaucoup de parents pensent que mettre leur enfant à l'école privée suffit pour que l'enfant soit performant. Attention. Mettre l'enfant dans une école privée n'est pas une garantie de réussite. À l'école privée, alors Fadia, je vais parler vraiment sous ton contrôle parce que j'ai enseigné dans plusieurs écoles privées, mais pas aussi longtemps que toi aujourd'hui. Je parle sous ton contrôle, tu es là. L'école privée, en fait, bon, la plupart des écoles privées sont très exigeantes. Très exigeantes. Et donc, ça veut dire aussi que derrière, l'encadrement qu'on doit faire en tant que parent doit aussi être plus ou moins exigeante. Quand je parle d'exigence, c'est que on doit vraiment se disposer pour s'assurer que l'enfant suit. Parce qu'il faut vraiment suivre. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup parfois de pression, parce que généralement, la plupart de ces écoles-là, ce sont des écoles d'excellence. Et ça veut dire quoi derrière? Comme je vous ai dit, moi, je m'intéresse à l'enfant plus qu'à l'élève, parce que l'élève doit être performant. Mais l'enfant, lui, il doit avoir cette intelligence émotionnelle pour pouvoir gérer tout ça. Généralement, quand on inscrit nos enfants, on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, on n'est pas sûr qu'ils vont pouvoir gérer ça. Ou du moins, même si on n'est pas sûr, on ne met pas les choses en place pour qu'ils puissent gérer cette pression-là ou ces exigences-là que demande une école privée. Une école privée, c'est un endroit où on va faire des examens très, très régulièrement, où il y aura beaucoup de devoirs, où il y aura, voilà, les profs, les cours sont d'un certain niveau et c'est une très bonne chose parce que c'est aussi pour ça que vous les inscrivez là-bas, pour avoir un très bon niveau et sortir, être très performant. Mais derrière, l'encadrement émotionnel, l'encadrement informel de la famille est primordial, est fondamental pour que tout l'ensemble soit effectif. Et c'est d'ailleurs pour ça que je te disais aussi, Fadia, que les 50% que tu n'as pas pu tirer, il y a une raison d'un suivi probable derrière au niveau émotionnel qui n'est peut-être pas géré. Donc, à voir. Je ne dis pas que c'est la solution, je dis que c'est probable. Voilà. Et j'attire vraiment l'attention des parents ici sur ce fait-là.
Voilà, je vais m'arrêter là avec des erreurs. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment ce que j'ai pu observer. Peut-être que les parents se reconnaîtront. N'hésitez pas à... Et là, le groupe, il est là. N'hésitez pas à écrire dans le groupe aussi. C'est aussi un espace d'échange pour parler. N'hésitez pas à venir vers moi aussi, à m'écrire si vous avez besoin de développer quelque chose en particulier. De toutes les façons, je vous proposerai quelque chose à la fin pour pouvoir prendre le temps avec vous. Alors, qu'est-ce qui fonctionne réellement? On va pas, on va aller rapidement. Qu'est-ce qui fonctionne réellement? Ce qui fonctionne, déjà, ce qui fonctionne rarement, c'est de proposer des solutions génériques. Donc, j'ai vraiment fait tout l'arsenal de tout ce qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Comme je vous ai dit, c'est beaucoup de communication. C'est de planifier, c'est vraiment de planifier les moments de suivi. C'est de le faire de manière intentionnelle. Ce n'est pas facile, je le sais, je vous l'accorde, ce n'est pas facile pour moi. C'est deuxièmement de faire des choix difficiles. De faire des choix difficiles en tant que parent pour être là, pour pouvoir aider son enfant à réussir sa scolarité, communiquer avec lui, comprendre votre enfant, connaître votre enfant. La deuxième chose, je sais que les parents n'aiment pas trop quand je dis ça, mais je dois vous le dire, c'est d'accepter l'aide, d'accepter de demander de l'aide. Ce n'est pas parce que vous demandez de l'aide que ça fait de vous un mauvais parent, une mauvaise mère. C'est pas parce que vous allez demander de l'aide que finalement vous avez échoué. Au contraire, vous êtes dans le processus de réussite. C'est avoir cette humilité-là finalement en tant que parent, de pouvoir se dire, bon là, ça va pas. Il faut que je trouve la solution. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment la troisième chose, c'est de proposer, s'il y a un problème au niveau familial avec l'enfant, si vous n'arrivez plus à gérer, c'est de chercher des solutions qui vont véritablement apporter, c'est chercher de l'aide qui va véritablement apporter la solution. C'est pas d'aller chercher quelque chose qui va finalement venir... voilà, l'enfant a un problème de motivation, il n'arrive pas, on cherche du soutien scolaire. L'enfant a un problème de motivation, on communique avec lui, on essaie de comprendre. On parle, on prend du temps avec son enfant. Ça veut dire quoi ici, communiquer? Ça veut dire que c'est pas seulement un temps où on s'assoit, on discute avec lui et puis il nous dit ce qu'il a. C'est vraiment, ok, je me rends compte que c'est compliqué. Donc, ça veut dire que je vais réserver un temps pour passer du temps avec mon enfant. C'est en passant du temps avec lui, plus ou moins, qu'à un moment donné, ça va finir par sortir. Il va peut-être éclater, il va exploser à un moment donné. Il va parler, il va s'énerver. Et là, vous saurez. Là, vous saurez à un moment donné comment agir, comment gérer ça. Parce que tant qu'il garde tout dans le cœur, on ne saura pas. On ne pourra pas identifier le réel problème. Et les professeurs sont démunis. Hein. Ils vont faire de leur mieux, ils seront empathiques, ils seront dévoués. Ils vont faire de leur mieux, ils vont adapter les cours, on fera même de la différenciation. Tant que le problème, le cœur n'y est pas, tant que l'enfant n'est pas motivé, ça va être compliqué. Évidemment, revoir ses priorités pour faire les choix qui vont permettre à ton enfant de réussir, qui vont te permettre d'être là pour lui. Parfois, la difficulté de l'enfant est là. Comme je vous ai dit au début, parfois c'est de sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il connaît bien les règles, il sait bien ce qu'il a à faire, il a des capacités de le faire, mais il ne le fait pas. Alors, ça veut dire que cet enfant a besoin de cadre, il faut redéfinir le cadre. À ce moment-là, vous vous asseyez, vous redéfinissez le cadre. On peut mettre en place une routine. Parce que, en fait, généralement, ce qui fait, en tout cas, c'est l'observation que j'ai faite, hein, ce n'est pas la seule solution, ce n'est pas la seule, la seule raison. Généralement,
Moi, c'est ce que j'ai observé et c'est sur ça que j'apporte généralement des solutions. Ce qui fait que l'enfant, parfois, voilà, il est un peu perdu. C'est le cadre. Parfois, il manque de cadre. Parfois, il manque d'une routine que vous pouvez faire ensemble pour qu'il sache exactement quand il rentre du travail, quand il rentre de l'école, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il va faire quoi? Après faire quoi? Après faire quoi? Et donc, il a besoin de ce cadre-là. Et mettre en place cette routine-là va probablement l'aider à avancer. Il y a autre chose qui est très important, c'est de connaître votre enfant. De connaître qui est l'apprenant en face de vous. Généralement, le manque de motivation de l'enfant vient du fait qu'il a un dialogue intérieur qui est constant. Un enfant qui se demande très souvent à quoi ça sert à quoi de faire ça? Ou alors qui est très porté sur la relation avec le professeur. Ce prof-là est gentil, il n'est pas gentil, il m'aime pas, j'ai l'impression qu'il m'aime, j'ai l'impression qu'il m'aime pas, j'en peux plus, il fait des remarques, beaucoup de croyances limitantes. Ça, c'est le dialogue intérieur de l'enfant. Un enfant peut aussi avoir des difficultés de compréhension. Donc là, je réponds à la raison, hein, ça c'est pour Fadia et pour les autres bien évidemment, la raison pour laquelle l'enfant peut manquer de motivation, éventuellement. Donc, il y a un dialogue intérieur qui est là. Il faut aller déconstruire. Généralement, il faut déconstruire ce dialogue intérieur. Ça peut être une communication avec le parent, ça peut être un coaching. Le coaching peut aider l'enfant vraiment à prendre conscience de son dialogue intérieur et de travailler dessus. Ça peut être, un enfant peut être démotivé parce qu'il ne comprend pas. Parce que son profil, là, je vais profiter pour vous parler du profil d'apprentissage. Donc, il faut connaître le profil d'apprentissage de ton enfant. Qu'est-ce que c'est que le profil d'apprentissage? Le profil d'apprentissage permet de comprendre le dialogue intérieur de ton enfant. De connaître qui est l'apprenant en face de toi. Donc, ce profil d'apprentissage-là, il y a cette partie motivationnelle, c'est-à-dire ce dialogue qui va créer des habitudes et puis ça va finir par je suis nul, parce que bon, je vois pas trop à quoi ça sert et de toutes les façons je n'y arrive pas parce que je ne vais pas m'investir de toutes les façons et donc forcément à un moment donné si tu n'y arrives pas, que tu vois tes camarades y arriver, forcément tu es nul et donc quand tu vas vouloir faire un effort à un moment donné et que ça va être dur parce qu'il faut persévérer pour y arriver, bon, ça sert à quoi de faire les efforts? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc le dialogue interne de l'enfant, le dialogue qui est constamment présent peut être démotivant pour cet enfant-là à la longue. Et donc il faut aller déconstruire ça. Et généralement, lors des accompagnements, on met en place des outils, il y a des outils pour ça, pour déconstruire justement ce dialogue interne de l'enfant. Donc, il faut connaître le profil d'apprentissage de votre enfant. Et ensuite, une fois que vous savez comment il fonctionne, quel est son fonctionnement, ça peut guider vos conversations avec lui lorsque vous échangez. Hein, parce que si vous savez que votre enfant a ce dialogue interne-là, constamment à quoi ça sert, vous pouvez essayer de répondre à quoi ça sert. Ou alors lui permettre de se projeter. Un enfant ne se projette pas naturellement. Donc, il a besoin qu'on l'aide à voir là où il peut aller éventuellement. Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont ses rêves? Hein? Qui l'inspire? Qu'est-ce que cette personne-là a pu traverser aussi qui lui a permis d'arriver là où il va? Et finalement, toi, en tant que jeune, si cette personne-là t'inspire, tu vois qu'il faut que plus ou moins tu passes par ce chemin-là pour arriver là où il est aujourd'hui. Hein, la position que tu admires aujourd'hui de lui. Donc, c'est des dialogues comme ça qui peuvent inspirer. Si votre enfant aime, je sais pas moi, le basket, la danse, bref, il a besoin d'être inspiré. Et c'est ça qui va lui permettre de savoir que, bon, quel est le lien entre ce que je fais aujourd'hui, l'école, il a besoin de sens. Quel est le lien entre l'école que je fais aujourd'hui et là où je vais? Il faut qu'il voit son intérêt dans ce qu'il fait aujourd'hui pour savoir où ça va le mener.
Donc, voilà, déterminer le profil d'apprentissage de votre enfant va vous permettre de vraiment le comprendre. Et moi, je peux vous proposer de faire le profil d'apprentissage de votre enfant. Voilà, c'est complètement offert pour vous aider finalement à l'aider à réussir. Au-delà du profil d'apprentissage, vous avez aussi le fait de mettre l'enfant finalement, voilà, mettre l'enfant en priorité dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce soir, c'est vraiment ce que je voulais vous proposer. Évidemment, il y a des solutions, ce que j'appelle des solutions, des gadgets que vous pouvez aussi utiliser. Mais tout commence d'abord par la relation que vous avez avec votre enfant, par la communication que vous allez faire, par la priorité que vous allez lui donner, par le fait de combler ce besoin, par la connaissance de son dialogue intérieur. C'est ça qui va vous permettre finalement de l'aider. Et donc, je vous propose cela en connaissant déjà. Donc, vous pouvez commencer par connaître son profil d'apprentissage. Donc, on va vous partager le lien dans les groupes et tout ça, vous pourrez aller faire. Ce que je vous propose aussi, pour aider, parce qu'on a parlé des lacunes au début, pour les aider à travailler sur ces lacunes, c'est ce que j'appelle le booster de révision scolaire pour les aider finalement à mettre en place, à travailler sur leurs problèmes en français ou en mathématiques. Donc, je propose un abonnement. Donc, c'est un abonnement sur toutes les vacances scolaires. Donc, chaque vacances scolaire, il va pouvoir se connecter avec moi. Nous allons travailler pour améliorer son travail en français, améliorer l'écriture, travailler justement sur ces difficultés à l'écriture, en mathématiques, la compréhension des maths pour pouvoir réussir finalement dans ces domaines. Parce que voilà, c'est un problème qui est très, très présent. Et donc, je propose cela. C'est un abonnement. Donc, vous allez aussi recevoir le lien. Et je propose aussi, comme d'habitude, un rendez-vous offert aux parents qui ont envie de prendre du temps pour me parler de la particularité de leurs enfants. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut apporter une solution, voilà, la solution, comme je vous ai dit, pas une solution générique, mais la solution à ces enfants-là pour qu'ils puissent aller réussir leur scolarité. Voilà, je ne vais pas prendre beaucoup plus de votre temps. Je sais que la soirée a été longue, on a vraiment pris le temps et j'espère vraiment que ce qui a été partagé ce soir voilà, va vous aider déjà à la prise de conscience. Le but, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui se passe, voilà, de poser des actes, déjà nous en tant que parents, et ensuite aider nos enfants pour qu'ils puissent aller réussir. Donc, j'espère que ce qui a été partagé là vous a aidé. N'hésitez pas à ouvrir les micros pour partager votre retour ici, pour ceux qui le souhaitent. Sinon, bah, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté. Vous allez recevoir les liens dans le groupe. Normalement, vous êtes tous dans la diffusion. Vous allez recevoir les liens pour prendre rendez-vous, pour ceux qui le souhaitent, avec moi, pour vous inscrire les enfants au booster de révision ou alors pour faire passer le test du profil d'apprentissage. Donc, c'est vraiment ce que je vous propose ce soir, en vous remerciant d'avoir été là. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Non? Bon. Ben, écoutez, c'était un plaisir d'avoir été avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée et à très très bientôt. Au revoir. Merci Jocelyne, merci beaucoup. Ça a été très enrichissant parce que vous avez effectivement touché à beaucoup de points qui me concernent moi particulièrement parce que je suis maman solo, je m'occupe d'un enfant, je m'occupe toute seule de mon fils de 16 ans. Donc il est passé par pas mal enfin je sais pas s'il faut difficultés. J'ai connu une séparation, il y a eu un déménagement, il a été exclu de son lycée, il y a eu un changement de lycée et là j'ai dû encore demander un autre nouveau lycée parce que dans le précédent il y avait beaucoup de retard de train et tout
Là, au jour d'aujourd'hui, il se retrouve dans un nouveau lycée avec de nouvelles personnes. Il doit s'adapter à nouveau. Donc, tout ça, c'est des défis à relever qui ne sont pas très évidents. Mais en tant que parent, je suis consciente parce que il faut dire que dans le cas de mon fils, j'ai remarqué, et je suis d'accord hein, même avec ses professeurs, que c'est un enfant qui a beaucoup de potentiel, mais qui utilise à peine 30% de ses capacités intellectuelles. Donc, si on n'est pas derrière, il baisse les bras. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai un garçon, et les garçons, ils gagnent très peu en autonomie, contrairement aux filles. Les filles, elles sont beaucoup plus autonomes, très vite autonomes que les garçons. Donc, je suis en permanence derrière lui, je dois être en permanence derrière lui. Pendant longtemps, j'ai mis entre guillemets ma vie privée et même professionnelle. J'ai fait le choix de travailler à mi-temps pour pouvoir l'aider. Mais il n'est pas très demandeur. Il va me dire non, maman, ça va, j'ai pas de soucis. Mais si je suis pas derrière, ça suit pas. J'ai jamais été, par exemple, bon en maths. Aujourd'hui, je me retrouve en train de faire des tutos, aller sur Yvan, mon cas, il est devenu mon meilleur allié. Je vais sur Ami de YouTube. tout le monde, hein, Yvan, mon cas. Voilà. Donc, je vais sur YouTube pour regarder les tutos pour pouvoir l'aider parce que je peux pas payer des cours de soutien scolaire à 50 € de l'heure. Ça fait beaucoup pour moi. Donc, je suis obligée de faire tout ça pour pouvoir Justement, l'accompagner. c'est ça, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que là, vous parlez d'un problème et là, vous me parlez du soutien scolaire. Est-ce que c'est ça son véritable problème? Non, entre autres. Oui, Parce que oui, si on a déjà, entre autres, je suis d'accord avec ce que vous dites à côté, mais comme je disais, vous avez touché à pas mal de points et les solutions que vous avez apportées, je les fais déjà en amont. Donc, en complément, il a besoin forcément de soutien scolaire en plus. Et parfois, il faut remarquer que les enfants n'aiment pas souvent travailler avec leurs parents. Ils préfèrent travailler avec d'autres personnes extérieures que de travailler avec les parents. Parce que parfois, nous, les parents, ne sommes pas très patients, on ne comprend pas que tu ne comprennes pas, tu es là à comprendre. Bon, après, les enfants, ils n'aiment pas trop ça. Bon, j'ai compris ça, mais je crois que justement, c'est sur moi. et je comprends tout à fait, je comprends tout à fait. Quand je parle vraiment d'accompagnement, c'est pas forcément de travailler avec l'enfant, c'est bah, quand vous parlez de d'être là, donc ça, vous le faites, c'est une bonne chose. Maintenant, pour faire le suivi, il y a, vous pouvez, ce que je peux vous proposer éventuellement ici, c'est de déterminer sur quoi vous allez faire le suivi avec lui. Qu'est-ce que D'accord. vous avez déterminé dès le départ, au début d'année? Quels sont les objectifs en fait? Parce que avoir une bonne note, c'est pas un objectif scolaire. En tout cas, c'est un objectif à l'école. Mais à la maison, c'est pas un objectif. Comment dire? C'est le résultat que vous allez avoir après avoir déterminé les objectifs que vous voulez atteindre. Qu'est-ce qu'il doit faire en fait à la base? Et, il faut déterminer qu'est-ce que vous attendez de lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous lui reprochez? Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Vous lui reprochez peut-être de ne pas faire ses devoirs, de ne pas s'impliquer. Donc, on parle d'implication, on parle peut-être de discipline ici, on parle je sais pas, de respect des règles. Ça, ce sont des objectifs. Voyez? C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas avoir la bonne note en maths. Ça va être le résultat des objectifs que vous aurez atteint. Voilà. Vous voyez? Donc, déterminer clairement les objectifs que vous voulez qu'il atteigne, être peut-être plus discipliné dans son travail. Donc, c'est là que vous allez pouvoir mesurer. Et c'est là que vous allez valoriser ses efforts ou son manque d'efforts. Et c'est comme ça que vous pourrez jauger, c'est comme ça que vous pourrez vraiment l'accompagner. Donc, il faut vraiment déterminer clairement avec lui, bien évidemment, ce qu'on attend de lui et ce que lui-même il doit attendre de lui-même. Qu'est-ce qu'il veut lui-même pour lui? Vous voyez, il est dans quelle classe, votre fils? Il fait première, là, première générale. Voilà, il est en première. Donc, il est déjà un ado qui va vers l'adulte. Donc, il a ce besoin d'autonomie, ce besoin de faire ses trucs. Ça, c'est normal. C'est un jeune, il est ado.
Maintenant, à côté, déterminer clairement les objectifs que vous voulez avoir. C'est pas, la note, c'est pas un objectif. La discipline, c'est un objectif. L'estime, la confiance en soi, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut en fait? Il veut quoi? Il faut que vous preniez le temps de vous asseoir avec lui pour échanger, pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut de sa vie? Il va vous dire, je ne sais pas. Hein. Sachez que c'est la réponse Ça, c'est ce qu'il dit. Il dit c'est la voilà, réponse. c'est la réponse classique. Alors, je ne sais pas n'est pas une réponse. Je ne sais pas n'est pas une réponse. Maintenant, si vous dites s'il vous dit qu'il ne sait pas, et ben vous lui demandez ce qu'il ne veut pas. Généralement, ils savent ce qu'il ne veut pas. Et à partir de ce qu'il ne veut pas, on peut faire la discussion. La discussion peut commencer à ce moment-là. Bon, ok, ça tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu me proposes alors? Mais est-ce que c'est... Comment je vais vous formuler la question? Parce que même nous, les adultes, par moment, il nous arrive de ne même pas savoir quelle orientation. Mais c'est pour ça que les accompagnements existent. Franchement, même nous, les adultes... Moi, j'ai dit des choses souvent. Mais parce que c'est un métier d'aider d'enfants à s'orienter. Vous comprenez? Donc, si vous n'y arrivez pas, si après avoir fait les salons, parce qu'il y a des salons, on fait des salons, on fait comment on appelle ça? On va voir le conseiller d'orientation, ça c'est une bonne idée aussi, ça c'est une bonne chose. On prend le temps d'échanger et tout. Si l'enfant reste bloqué, ça veut dire que vous pouvez encore, moi je fais les orientations, j'aide l'enfant à s'orienter, à comprendre. Mon approche est humaine. Donc, c'est-à-dire que on parle, c'est pas juste quelle est la filière que tu veux faire ou bien quel est le métier que tu veux faire. Ça, c'est des questions qui bloquent l'enfant direct. Il faut aller plus loin que ça, pour aller chercher qui est votre fils. Quelles sont ses qualités, quels sont ses talents, comment est-ce qu'il envisage les choses. C'est un processus pour amener l'enfant à finalement savoir comment est-ce qu'il envisage sa vie. C'est comme ça qu'il peut à un moment donné prendre une mini décision parce que ils sont encore jeunes, même s'ils sont en première, même s'ils sont en terminale. Hein, même nous adultes, parfois, à un moment donné de notre vie, on fait des reconversions professionnelles pour vous dire que savoir exactement ce qu'on veut faire, ça reste encore un challenge même pour nous adultes, vous voyez. Donc, quand c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je le dirai toujours. Les professionnels sont là pour vous aider. Je sais que ce n'est pas toujours donné, mais à un moment donné, pour votre enfant, c'est important. Parce que là, je vous donne des solutions. Vous voyez, je vous donne des solutions. Vous me dites que vous faites déjà tout ça. Et que finalement, ça reste encore compliqué. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Vous voyez, peut-être que votre fils a besoin de quelqu'un qui va un peu lui permettre de comprendre qui il est réellement. Parfois, les jeunes, à cet âge-là, ils se cherchent. Ils se cherchent. Et donc, c'est une phase compliquée, même pour eux-mêmes. Même pour eux-mêmes. Donc, voilà, je vous encourage. Je vous en prie. Voilà, s'il y a pas d'autres interventions, on va se quitter. C'était un plaisir. Et voilà, restez dans le groupe. Il y aura d'autres formations comme celle-ci. J'en propose très souvent. Et j'espère que ça va vous aider plus ou moins au quotidien. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin, à inscrire les enfants et à faire passer le profil d'apprentissage. Je pense qu'il faut connaître son profil d'apprentissage. Je pense qu'il faut que vous connaissiez son profil pour connaître son dialogue intérieur. Qu'est-ce qui se dit dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi il refuse l'aide? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas envie qu'on voit ses faiblesses? Est-ce que c'est parce que, peut-être qu'il gère, il croit gérer, il a ses croyances limitantes qui l'empêchent de sortir finalement de cette zone de confort. Peut-être qu'il n'a pas confiance en lui quelque part et il ne veut pas
que vous voyez. Il ne veut pas vous le faire savoir parce que, bon, c'est un jeune, il est encore en recherche. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans l'esprit de nos enfants qui ne sont pas que scolaires. C'est pour ça que je dis, peut-être que le soutien scolaire, ce n'est pas forcément la solution pour lui. Peut-être que le problème est ailleurs. Il faudra aller voir. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Et Fadia, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste te remercier. J'attends que tu termines. Donc, je te remercie beaucoup. C'est très gentil. J'ai beaucoup apprécié t'écouter. Et en fait, je me retrouve en toi. Et donc, encore une autre fois, merci beaucoup. Et je te souhaite bonne chance, bon courage, bon accompagnement. Ça se voit que tu fais ton travail avec amour. Et je te souhaite que du bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fadia. Merci. Merci à tout le monde. Excellente soirée à vous. Merci.